Je leur avais offert à mes parents un manoir face à la mer. Quand je suis arrivé, ma mère pleurait et mon père tremblait. La famille de ma sœur s'était approprié la maison. Son mari a crié « C'est ma maison, dégage !» Ma sœur se moquait jusqu'à ce que j'entre. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une merveilleuse journée, peu importe où tu es. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Je m'appelle Elodia, j'ai 37 ans, je suis docteur, plus précisément dermatologue cosmétique, et j'ai une clinique privée à Polanco, dans la ville de Mexico. Mon monde est un monde de précision. C'est un monde de rendez-vous à $100 000, de laser froid, de silence stérile et d'une odeur contrôlée de thé blanc et de santal. Mon bureau au 20 étages est un sanctuaire de verre et de marbre avec vue sur le chaos apprivoisé de la ville. Le silence de mon bureau, ce silence cher et poli, est le son de mon succès. C'est le son de tout ce que j'ai laissé derrière moi. Hier à 18 h, ce silence s'est brisé. Je terminais mon dernier traitement de la journée. Un resurfaçage laser complet. Un travail délicat. J'étais concentré, ma main ferme, mon esprit focalisé sur les millimètres de peau, sur la science. Mon assistante, Karina, sait que quand je suis avec un patient, le monde extérieur n'existe pas. C'est pourquoi, quand j'ai enfin enlevé mes gants, que je me suis lavé les mains jusqu'à presque m'arracher la peau et que je suis entré dans mon bureau privé, j'ai senti un frisson. Mon téléphone personnel, celui qui est toujours en mode « ne pas déranger », vibrait sur le bureau en acajou comme un animal mourant. L'écran était éclairé par une seule notification. 15 appels manqués. Maman. Mon cœur ne s'est pas accéléré. Il a fait pire. Il s'est arrêté. C'était comme si quelqu'un m'avait injecté de la glace directement dans le sternum. 15 pas 2. 15. Ma mère, Gracila, est une femme de 67 ans qui voit le téléphone comme un outil d'urgence ou de commérage, pas pour parler pour rien. Et dans notre famille, urgence a un nom et un prénom, Nestor, mon frère. Je me suis assise lentement. La blouse blanche de designer me paraissait lourde comme une armure inutile. J'ai respiré profondément l'air filtré de mon bureau qui sentait soudain faux, chimique. J'ai composé son numéro. Elle a répondu à la première sonnerie, mais ce n'était pas sa voix que j'ai entendue. C'était un sanglot, un son guttural, étouffé, hystérique, qui formait à peine des mots. « Maman, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas bien, ma fille ? Elodia, ma fille. » C'était un gémissement, une plainte. « Maman, respire. Je ne te comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est Nestor. Tu dois venir. Tu dois venir maintenant, pour l'amour de Dieu. » Et alors je l'ai entendu derrière, le chaos. Des cris. Ce n'étaient pas les sons de mon monde à Polanco, c'étaient les sons d'Ecatepec, le quartier poussiéreux où j'ai grandi. C'était le son de la rage brute, sans filtre, celle que j'avais passé la moitié de ma vie à essayer d'oublier. J'ai entendu la voix de mon frère Nestor, 33 ans. Il criait, pas comme un adulte qui discute, mais comme un animal territorial. Dis-lui d'aller se faire foutre. Descends du camion et dis-lui, cette maison n'est pas à elle. Mon sang s'est glacé. Maison, camion. Puis j'ai entendu une autre voix, plus faible, tremblante, une voix que je connaissais comme la paume de ma main, parce que c'était la voix de la patience et de la bonté infinie. Mon père, Homero. Le fils, s'il te plaît. Le suppliait-il. Il sonnait petit. Nestor, calme-toi. Ça, c'est un cadeau d'Elo. C'est pour nous. La pause qui a suivi était terrifiante. C'était le silence avant la foudre, puis l'explosion. La voix de Nestor, mon frère cadet, le favori éternel de ma mère, pleine d'un venin dont je ne le croyais pas capable. Tais-toi, vieux. Le mot a résonné. Vieux, tu ne me dis pas quoi faire. Tu n'es personne ici. Je suis l'homme de cette maison maintenant. Je commande ici, tu as compris ? Alors prends tes putains de sacs et dégage de ma maison. J'ai entendu un bruit sourd, comme du bois qui frappe un carrelage, puis les pleurs de ma mère sont devenus un cri aigu de pure terreur. Homero, il l'a frappé. Mon Dieu, il a frappé ton père. L'appel s'est coupé. Bip, bip, bip. Je suis resté à regarder le téléphone. Le silence de Polanco est revenu, mais maintenant il était étouffant,
assourdissant. Vieux. Mon frère, celui que j'avais soutenu, celui que j'avais sauvé de ses dettes, de ses bagarres, de lui-même, venait d'appeler vieux mon père, un homme de 68 ans qui s'était brisé le dos comme mécanicien pour que nous puissions manger, et il l'avait jeté dehors. De où? De la maison que je venais tout juste de leur acheter. La maison de 8,5 millions de dollars à Morleau. Le cadeau pour leurs 50 ans de mariage. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. La rage que j'ai ressentie n'était pas chaude, c'était un bloc de glace solide, tranchant et précis. Je me suis levé et je me suis regardé dans le reflet de la fenêtre. J'ai vu mon succès, mes vêtements chers, ma clinique. J'ai vu la femme qui avait construit un empire à partir de rien. Et dans ce reflet, j'ai vu la petite fille d'Écatépec qui avait juré de protéger son père. Nestor avait commis beaucoup d'erreurs. Il m'avait volé, menti, manipulé. Mais cette fois, il avait franchi une ligne que je ne savais même pas qu'elle existait. Cette fois, il avait posé ses mains sur mon père. J'ai pris mon téléphone. Je n'ai pas appelé la police, je n'ai pas appelé une compagnie aérienne. J'ai fait 2 appels. Le premier à mon assistante. Et Karina, annule tout mon planning de demain et après-demain. Sans exception. Dis que c'est une urgence médicale familiale grave. Appelle mon chauffeur. Je le veux à l'entrée dans 5 minutes. Oui, docteur, tout va bien? Non, mais ça ira. Le deuxième appel a été pour mon avocate, la femme qui avait rédigé le fidéicommis. Maître Minerva. C'est Elodia. Ils sont entrés dans la maison de Morleau. Il y a eu une pause. J'ai entendu Minerva taper très vite. Nestor, demanda-t-elle. Sa voix était purement professionnelle. Oui. Et il a agressé mon père. Le clavier s'est arrêté. Compris. Prépare ton vol pour Cuernavaca. Je m'occupe du reste. J'apporterai les papiers originaux, une copie pour le notaire et 2 amis du parquet de l'État pour superviser l'expulsion. On se voit là-bas. J'ai raccroché. Le sanctuaire était brisé. La guerre avait commencé. Le trajet jusqu'à l'aéroport fut un tunnel flou. Le chauffeur du Mercedes me conduisait sur le viaduc et la circulation de Mexico, habituellement mon enfer personnel, n'était aujourd'hui qu'un décor pour la tempête dans ma tête. Pourquoi mon premier appel a été pour une avocate et pas pour mon frère pour discuter? Pourquoi ma réaction avait été si froide, si stratégique? Parce que j'avais déjà vécu cette guerre. Beaucoup de fois. Pour comprendre la froideur de mes décisions, vous devez visiter mon musée de la douleur. C'est une galerie privée que je garde dans ma mémoire, remplie d'expositions qui prouvent une seule chose. Ma famille, spécialement ma mère et mon frère, voient mon succès non pas comme quelque chose à célébrer, mais comme une ressource à exploiter. Le premier objet de l'exposition, un ordinateur portable Toshiba Satellite gris-souris, acheté d'occasion. Année 2008. J'avais 21 ans. C'était ma 3e année de médecine à l'UNAM. Je vivais avec 3 colocataires dans un petit appartement à Copilco qui sentait l'humidité et les nouilles instantanées. J'étais la boursière. La bourse d'excellence payait les frais scolaires, mais ne payait pas les livres, le transport, la nourriture ni la vie. Mon père, Homero, m'aidait quand il pouvait, en m'envoyant $200 cachés dans un sac de pain. Mais lui-même avait du mal à payer le loyer à Ecatepec. Je travaillais 30 heures par semaine dans un café, El Jarocho, en nettoyant des tables, en servant du café au lait, en sentant les grains brûlés et le lait tourner toute la journée. Pendant 6 mois, j'ai économisé chaque centime. Chaque pourboire de 5 ou 10 dollars allait dans une vieille enveloppe en manille cachée sous mon matelas. Pendant que mes colocataires commandaient des pizzas, je mangeais du thon en boîte avec des biscuits salés. Pendant qu'elles allaient au cinéma, je faisais un double shift. J'économisais pour une seule chose, un ordinateur portable d'occasion et une copie piratée du logiciel d'anatomie 3D Netter. C'était un programme très cher et obligatoire pour valider la neuroanatomie. La bibliothèque n'avait que 2 ordinateurs avec ce logiciel et il fallait attendre 3 jours pour les utiliser. Sans cet ordinateur, j'étais foutu. Je l'ai finalement acheté. 6 000 $ qui semblaient être 6 millions. Il était lent, faisait un bruit de turbine d'avion et il lui manquait la touche F. Je l'adorais. C'était mon outil d'évasion. C'était la preuve physique de ma sueur. Un week-end, Nestor, qui avait alors 17 ans, est apparu dans mon appartement. Ma mère m'avait appelé avant.
Ma fille, ton frère va venir te voir. Il est triste, sois gentil avec lui. C'est ton sang. Triste. C'était le code de ma mère pour « Nestor a fait une bêtise et il a besoin de quelque chose ». Il est arrivé avec ce sourire charmant qu'il utilisait quand il voulait quelque chose. « Hello, quoi de neuf ?» a-t-il dit en ouvrant mon frigo sans demander et en faisant une grimace en voyant seulement un pot de mayonnaise et 2 citrons. « Mais quelle vie dégoûtante tu as, sérieux. Et, prête-moi ton ordi. »« Pourquoi faire ?» dis-je en couvrant instinctivement mes notes. « Un devoir. La prof d'espagnol nous a demandé une rédaction. Le mien est super lent. Nestor, je n'ai pas le temps pour tes jeux. Je prépare un examen de pharmacologie. Allez, sois pas méchante. Juste un moment. Je te jure que je fais attention. J'ai soupiré. La fatigue de mon double shift a gagné. Une demi-heure, Nestor, et ne touche pas à mes fichiers. 6 heures plus tard, quand je suis revenu de mon service au café, morte de fatigue, il n'était plus là. Et l'ordinateur non plus. Mon cœur s'est arrêté. Je l'ai appelé, messagerie vocale. J'ai appelé ma mère en panique. Maman, Nestor a pris mon ordinateur. J'ai un examen demain. Mon logiciel d'anatomie est dedans. Oh, Elodia, pour l'amour de Dieu, pourquoi tu fais tout un scandale? Sa voix sonnait agacée, pas inquiète pour moi, mais agacée par mon drame. Un ordinateur. Tant de bruit pour ça. Maman, c'est ma carrière. Il m'a coûté 6 mois de travail. Eh bien, il en avait plus besoin que toi. Le silence qui a suivi était glacé. Quoi? Ben oui, ma fille. Il devait acheter des billets pour un concert de Moderato. Il voulait impressionner une fille et toi tu ne l'aides jamais. Et puis il est allé voir ses amis et a pris l'ordi pour leur montrer un jeu. Maman, je crois qu'il l'a vendu. Ils lui ont donné 1000 $. Il avait besoin de baskets neuves, ma fille. Les siennes étaient toutes abîmées. Pauvre petit, il souffre tellement. Je me suis assise sur le sol froid de mon appartement. Je n'arrivais plus à respirer. Il l'avait vendu pour 1000 $. Mon outil de 6 mois d'économie, mes nuits sans dormir. Mais mon examen, mon logiciel. Et c'est là que ma mère, Gracilla, a planté le couteau. Ah, ma fille, n'exagère pas. C'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est un petit homme, lui. Il a des besoins. Il doit sortir, impressionner ses amis. Toi. Il y eut une pause pleine d'une condescendance qui m'a brûlé de l'intérieur. Toi, tu es intelligente. Tu peux aller à la bibliothèque. Tu peux étudier sans ça. Au final, c'est juste pour étudier. Elle a raccroché. Je suis resté au sol. J'ai pleuré. J'ai pleuré de rage, d'impuissance. Ce n'était pas l'ordinateur, c'était le message. Mon effort, mon sacrifice, mon futur. Tout était jetable, tout était un combustible pour les caprices du petit. J'ai raté cet examen de neuroanatomie. J'ai dû refaire la matière, ce qui a failli me faire perdre ma bourse. J'ai dû travailler des doubles shifts pendant 2 mois, suppliant pour des heures en plus afin de remplacer l'ordinateur. Cette nuit-là, pendant que j'écrivais mes notes à la main à la bibliothèque jusqu'à m'en faire saigner les doigts, j'ai fait une promesse. Plus jamais. Plus jamais je ne dépendrai de quelqu'un. Et plus jamais je ne sous-estimerai la capacité de ma mère à justifier la cruauté de son fils. Avançons dans le temps. Des années de résidence brutale. Des shifts de 36 heures à l'hôpital général. Dormir par terre dans la salle des résidents en utilisant ma blouse comme oreiller. J'ai appris à suturer la peau avec une précision de micron. J'ai appris à diagnostiquer des maladies rares d'un simple regard. Je me suis spécialisé en dermatologie puis en chirurgie cosmétique. Pendant que je construisais une carrière, Nestor, eh bien. Nestor perfectionnait son unique talent, être le petit problème charmant. Chaque fois qu'on le virait d'un travail, ils ne me comprennent pas, hello. Ma créativité est trop grande pour ce bureau. Chaque fois qu'il écrasait une voiture, l'autre gars a grillé le feu. Sérieux, sœur. Chaque fois qu'il avait besoin d'un prêt pour un business, infaillible, vendre des vapes, importer des coques de téléphone de Chine, une app de rencontre, ma mère était là. Ma fille, aide-le. C'est ton frère. Pauvre chéri,
il n'a pas ta chance. La chance. La chance de ne pas dormir 3 jours d'affilée. La chance d'avoir des dettes étudiantes qui ressemblaient à une deuxième hypothèque. Mais je payais. Je payais pour qu'il laisse mon père tranquille, lui qui s'angoissait à chaque appel de Nestor. Je payais par culpabilité d'avoir réussi, cette culpabilité toxique que seuls ceux qui viennent du quartier connaissent. Puis Nestor a rencontré Brisa. Brisa, ma chère belle-sœur. Si Nestor est le feu du chaos passif, Brisa est le bidon d'essence avec une allumette allumée. Elle n'était pas idiote, au contraire, c'était une prédatrice sociale. Elle a vu Nestor, le chouchou, et elle a vu mon argent derrière lui. Elle a pensé qu'elle avait gagné à la loterie. Elle a cru qu'en épousant le prince, la princesse moi serait obligée de payer la facture de sa vie. La deuxième pièce de mon musée, le mariage. Il y a 3 ans, Nestor et Brisa ont décidé de se marier. Évidemment, ils n'avaient pas $1. Ma fille m'a appelé ma mère en pleurant. Bien sûr, ses larmes étaient son arme la plus efficace. C'est que Brisa veut une belle robe de princesse et Nestor veut une fête. C'est mon seul fils. Je ne peux pas le laisser se marier au registre comme un orphelin. Ce serait une honte pour la famille. Maman, moi je me suis marié au registre civil. Oui, ma fille, mais toi tu es différente. Tu es pratique, tu comprends l'économie. Eux, ils sont jeunes, ils veulent rêver. Ils avaient 30 et 31 ans. J'ai fini par payer la plupart du mariage, $150 000. Pas au Four Seasons, mais dans un jardin d'événements médiocre à la périphérie de la ville, de ceux avec des chaises en plastique recouvertes de tissu blanc satiné et des centres de table avec des fleurs artificielles qui sentent la poussière. J'ai payé la robe de Brisa, qui a coûté plus cher que ma première voiture, le costume de Nestor, le DJ qui ne passait que du vieux reggaeton et criait, main en l'air. Le soir du mariage, après plusieurs cocktails que je payais aussi, Brisa m'a coincé près de la table des desserts, des gelées colorées et des donuts industriels. Merci pour tout ça, a-t-elle dit en faisant un vague geste vers le jardin, sa voix déjà pâteuse. Son maquillage cher, que j'avais aussi payé, commençait à couler sous la sueur. Quelle belle petite belle-sœur. Félicitations, Brisa. Que vous soyez très heureux. Elle a ri. Un rire aigu, comme du métal qu'on gratte. Ah oui, heureux. Et, Elodia. Sérieux, tu gagnes un paquet de fric, non? Je me suis crispé. Mon radar du « ici vient le coup de main forcé » s'est allumé. Je m'en sors. Je travaille beaucoup. Oui, tu t'en sors. Elle s'est moquée de moi et m'a regardé de haut en bas, évaluant ma montre, ma robe simple, mes talons de Polanco. Trop facile pour toi, mais Nestor. Dit-elle, et sa voix s'est remplie d'une certitude presque religieuse. Lui, c'est un génie. Tu sais? Il a des idées. Ouf. Il sera millionnaire. J'ai hoché la tête, voulant juste partir. Mon père me faisait signe depuis la table principale. Il a juste besoin d'un petit coup de pouce, a-t-elle continué en me poussant le torse avec un ongle en acrylique néon. Un capital de départ. Quelque chose que toi, tu as. Elle m'a encore piqué. En trop. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Qu'est-ce que tu veux, Brisa? Elle a souri. Une sourire plein de dents et d'avidité. $1 million. Pour commencer, pour un business de, bon, il te dira. Pense-le comme un investissement dans la famille. Je veux dire, tu ne veux pas que ton petit frère, ta seule famille de sang, continue à vivre dans notre appart de logement social à Tacubaya, hein? Quelle honte. Qu'est-ce que tes amis de Polanco vont dire? Brisa, c'est ta nuit de noces. Tu es ivre? Je ne suis pas assez ivre pour ne pas savoir ce que je veux. Et ce que je veux, c'est ma part. Toi, tu t'es marié avec ton travail, Elodia. Très bien. Laisse-nous profiter de l'argent. À ce moment précis, j'ai vu Nestor de l'autre côté de la piste. Il avait pris ma carte de crédit, celle que je lui avais donnée juste pour les urgences du mariage, et il achetait une tournée de bouteilles de tequila dont Julio 1970 pour tous ses amis en criant. C'est moi qui invite, bande de cons, parce que moi je peux. Je me suis retourné, laissant Brisa parler seule. Je suis allé à la table de mes parents. J'ai embrassé mon père. Tu pars déjà, ma fille?
La fête commence à peine. J'ai des patientes aux 2 mains. Papa, prends soin de toi. Je t'aime. J'ai ignoré ma mère, trop occupée à montrer à ses amis des photos de ma clinique sur son téléphone. Je suis parti du mariage sans dire au revoir aux mariés. Le lendemain, à 8 heures du matin, j'ai annulé la carte de crédit. Nestor m'a appelé à midi, furieux, en hurlant que je l'avais humilié parce que la carte n'était pas passée dans un restaurant cher. Ma mère m'a appelé en pleurant. Brisa a publié sur Facebook un statut cryptique disant: il y a des gens qui ont tellement d'argent que la seule chose qu'ils ont, c'est de l'argent. Envieux amer. Ce jour-là, j'ai arrêté de leur prêter de l'argent. J'ai commencé à donner de l'argent directement à mon père pour ses dépenses, pour la maison, dans un compte que lui seul contrôlait. Mais le robinet pour Nestor et Brisa s'est fermé et ils n'ont pas compris à quel point ils me détestaient pour ça, jusqu'à maintenant. Mon musée de la douleur n'est pas seulement rempli de vols et d'extorsions évidentes. Les pires pièces sont les plus silencieuses. Ce sont celles qui montrent la dynamique familiale. Nestor est le problème et moi, je suis la solution. Nestor est le chaos et moi, je suis le chéquier. 3e pièce, l'urgence du samedi soir. Il y a environ 5 ans, j'avais déjà ma clinique. Elle commençait à prendre son envol. J'avais travaillé 70 heures cette semaine-là. C'était un samedi, mon premier samedi libre depuis des mois. J'avais des plans, de vrais plans. Un rendez-vous avec un architecte qui avait l'air normal. J'étais dans mon appartement, tout juste sorti de la douche, une serviette sur la tête, en train de choisir quoi mettre. Le téléphone a sonné. Ma mère pleurait. Le thème récurrent. Ma fille, viens vite. C'est Nestor. Il lui est arrivé quelque chose de terrible. Mon cœur s'est arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il va bien? Un accident, je ne sais pas. Il est dans une cantina à Doctor. Il s'est battu. Il dit qu'on lui a cassé le nez et que s'il ne paie pas l'addition, ils vont l'emmener en prison. Elodia, tu dois y aller. Ton père n'est pas là. Il est parti à Pachuca. Le rendez-vous. L'architecte. Ma soirée libre. Tout s'est évaporé. Maman, qu'il appelle la police. Non, mais ça va pas? Ils vont le ficher. On ne lui donnera pas de travail. Ma fille, s'il te plaît. C'est ton frère. J'ai raccroché. J'ai appelé l'architecte, j'ai annulé le rendez-vous. Il ne m'a jamais rappelé. J'ai mis un jean, j'ai pris mon sac et j'ai conduit 40 minutes jusqu'au quartier Doctor, une zone qui n'est pas franchement accueillante. À 2 heures du matin, j'ai trouvé la cantina, un endroit horrible qui sentait l'urine et la bière rance. Et il était là, Nestor. Assis sur le trottoir, encadré par un policier et le propriétaire du bar. Il n'avait pas le nez cassé, il avait une petite coupure à la lèvre. Nestor. Hello, enfin t'es là, meuf, dit-il en souriant comme si de rien n'était. Ceux-là ne veulent pas me laisser partir. Le propriétaire, un homme gros et en sueur, s'est approché de moi. Regardez, mademoiselle. Votre frère et ses amis ont commandé 3 bouteilles de Buchanan's, ils ont cassé 2 chaises et frappé un serveur. L'addition est de 8000 pesos. Soit vous payez, soit il va au poste. Nestor m'a regardé avec ses yeux de chien triste. Le même regard qu'il avait quand il a vendu mon ordinateur portable. Hello, t'as de l'argent? J'ai sorti ma carte, j'ai payé les 8000 pesos, j'ai payé les chaises cassées, j'ai donné 1000 pesos au serveur frappé. Le policier a ri. Il a une bonne sœur, le jeune. Remercie-la. J'ai fait monter Nestor dans ma voiture. Il empestait l'alcool. Merci, grande sœur, a-t-il dit en me donnant une tape sur la jambe. Je savais que tu viendrais. T'es la meilleure. Et, t'as pas faim? Allons chercher des tacos. Je me suis arrêté au milieu de la rue. Descends. Quoi? Descends de ma voiture, Nestor. Calme-toi. C'était juste. Descends. Il est descendu, confus. J'ai démarré et je l'ai laissé là, au milieu du quartier Doctor, à 3 heures du matin. Bien sûr, le lendemain, le téléphone. Ma mère pleurait. Tu es inhumaine. Elodia, laissez ton frère seul. Il aurait pu lui arriver quelque chose.
Tu as un cœur de pierre. Lil a 28 ans, maman. Et j'ai payé sa dette. Mon travail s'arrête là. Ce n'est pas ton travail, c'est ton obligation. Tu es la sœur aînée. Voilà l'exhibition. Je ne suis pas une fille, je ne suis pas une sœur, je suis une fonction. Je suis la résolveuse de problèmes, la payeuse de dettes, la grande sœur qui a l'obligation de nettoyer le désastre que le petit frère laisse derrière lui. Je suis la fille invisible. Mon succès est invisible. Ma fatigue est invisible. Mes besoins sont invisibles. Je deviens visible seulement quand Nestor a besoin de quelque chose. Pendant que l'avion privé que j'ai loué, oh oui, j'ai loué un jet privé à court rayon d'action, je n'allais pas perdre du temps à décoller de Toluca vers Cuernavaca, j'ai pensé à ça. Ils ont raison, ai-je pensé en regardant les lumières de la ville rapetisser. Je suis une fonction et ce soir, je vais fonctionner. La décision d'acheter la maison n'a pas été un élan de générosité. Ça a été un acte de désespoir calculé. C'était ma dernière tentative pour sauver la seule personne dans cette famille qui, en plus de moi, semblait se noyer en silence, mon père. C'est arrivé il y a 2 mois. C'était leur noce d'or. 50 ans. Un exploit monumental pour un homme qui avait passé 50 ans à travailler 6 jours par semaine avec de la graisse jusqu'au coude. Et une femme qui avait passé 50 ans à perfectionner l'art de la manipulation émotionnelle et du victimisme. Je voulais faire quelque chose de spécial. Naïvement, j'ai pensé qu'un dîner réglerait tout. Je les ai invités au restaurant le plus cher de Polanco, le Pujol, un endroit où la nourriture ressemble à de l'art conceptuel et où l'addition ressemble à une rançon d'enlèvement. Ce fut, bien sûr, une erreur catastrophique. Mon père, Homero, est arrivé avec sa plus belle chemise de Guayabra, celle que je lui avais achetée 3 Noëls plus tôt. Il était visiblement mal à l'aise. Il regardait les différentes fourchettes comme si c'étaient des instruments chirurgicaux qu'il ne savait pas utiliser. Ma fille, combien ça coûte, ça, me chuchota-t-il, genuinement horrifié par le menu sans prix parce que c'était un menu dégustation. La soupe de maïs coûte 500 pesos sur l'autre carte. C'est du vol. Avec ça on mange une semaine. Ne t'inquiète pas, papa. C'est une célébration. Aujourd'hui, j'invite. Profite. Je ne peux pas profiter de quelque chose que je sais être un abus, Elodia. Ma mère, de son côté, était dans son élément, mais de la pire façon. Elle ne profitait pas du repas. Elle documentait sa prétendue richesse pour un public de 1, Nestor. Elle prenait des photos de chaque plat avec le flash allumé, nous aveuglant tous. Regarde, Homero, une mousse de maïs, disait-elle le téléphone en l'air. Je vais l'envoyer à Nestor. Pauvre petit, il n'a jamais mangé ça. Brisa va mourir de jalousie. Maman, s'il te plaît, range le téléphone. On essaie de dîner. Là, Elodia, quelle amère tu fais. Comme si toi, tu mangeais ça tous les jours, tu as déjà oublié ce que c'est d'être pauvre. Je veux juste que mon fils voie comme tu nous traites bien. Brisa dit toujours que tu es radine avec nous, que sûrement tu nous as emmenés dans un endroit bon marché qui a l'air cher. J'ai serré la fourchette en argent. Radine, moi, la femme qui a payé son mariage. La femme qui a payé les dettes de son frère. À propos de ça, ma fille, dit-elle en baissant la voix et en se penchant, son haleine sentant le vin cher que j'ai payé. La voiture de Nestor, tu sais, la vieille Tsuru pour laquelle tu l'as aidé, elle déconne beaucoup. Celle qu'il a, c'est la honte. Et avec le nouveau bébé en route, Brisa dit que c'est très dangereux, qu'ils ont besoin d'une camionnette, un SUV pour les enfants. Mon père m'a entendu, il a cessé de regarder le menu. Son visage est devenu rouge. Gracila, pour l'amour de Dieu, pas ce soir. On fête. Pourquoi pas, dit-elle aussitôt sur la défensive. C'est la vérité. C'est le moment parfait. Elodia a beaucoup. Regarde-nous dans cet endroit. Elle peut t'aider. C'est à ça que sert la famille. Voilà pour le toast de leurs 50 ans. Mon père se ratatinant de honte sur sa chaise. Ma mère faisant passer le plateau de l'aumône entre le « mol madré » et le dessert au cacao. J'ai levé la main calmement. Maman, ça suffit. La conversation est morte. Le serveur qui s'approchait a fait demi-tour. Je me suis tourné vers mon père, ignorant ma mère qui me fusillait du regard. Papa, oublie-la. Oublie Nestor, oublie-moi.
Qu'est-ce que tu veux vraiment pour ton anniversaire de mariage? Qu'est-ce qui te rendrait heureux, à toi, Homero Vargas? Mon père a été surpris. Je crois que personne ne lui avait posé cette question depuis 30 ans. Il m'a regardé et, pendant une seconde, j'ai vu l'homme qui m'emmenait faire voler des cerfs-volants à Ecatepec avant que le poids du monde et de son fils ne l'écrase. Il a soupiré. Un sourire triste est apparu sur son visage. Ma fille, je ne veux rien. On a déjà tout. Tu es notre fierté. Si jamais. Il a hésité, comme si son souhait était une bêtise. J'aimerais une carne asada dans un jardin avec tout le monde, mais tranquille, sans dispute, juste la paix. Un endroit où je puisse planter mes piments. La paix. Un mot si simple et si impossible dans notre famille. Ma mère a reniflé. Va, Homero, que tu es simple. Une carne asada. On fait ça dimanche. Ta fille peut nous donner plus que ça. Une camionnette. À ce moment-là, j'ai pris ma décision. Mon père ne voulait pas une carne asada. Il voulait un sanctuaire. Il voulait un bout de terre où il serait le roi, un endroit où il pourrait planter ses piments et échapper au bruit constant des exigences de ma mère et des échecs de mon frère. Je vais lui donner la paix, ai-je pensé pendant que le serveur nous apportait un dessert qui ressemblait à une roche lunaire. Je vais lui acheter un jardin. Je vais lui acheter une maison loin de tout ça. Un endroit où il pourra être l'homme de la maison et pas seulement le vieux qui gêne. J'ai payé l'addition de 12 000 pesos. Nous sommes sortis du restaurant. Ma mère était furieuse et silencieuse, me punissant. Mon père marchait voûté. Pendant que nous attendions le voiturier, ma mère dictait un message vocal à Nestor. Eh bien voilà, mon fils. Ta sœur, la mère. Pas un peso elle ne nous a donné. Mais par contre, elle dépense des milliers dans un dîner. Je ne l'entendais déjà plus. J'étais sur mon téléphone, sur le portail immuable 24. Maison avec jardin, morlot, sécurité, lotissement. La décision était prise. J'achèterais la paix de mon père et je m'assurerais légalement que Nestor ne puisse même pas trouver la porte. Je ne suis pas naïve. J'ai grandi à Ecatepec. J'ai appris à être plus intelligente, plus rapide et plus impitoyable légalement parlant que quiconque essaierait de profiter de moi. Et ça, tragiquement, incluait ma propre famille. Tu ne peux pas être une entrepreneuse qui réussit à Polanco, en étant partie de zéro, si tu es bête, on te dévore vivante. Le lendemain du dîner au Pujol, je ne suis pas allé dans une agence immobilière, je suis allé voir mon avocate. Maître Minerva Ortiz n'est pas le genre d'avocate qui fait des promos à la radio. Son bureau est dans une tour de verre à Santa Fe qui a l'air d'avoir été dessinée par un architecte du futur. C'est une femme d'une 60aine d'années aux cheveux argentés parfaitement coiffés en chignon et au regard capable de geler la tequila. Elle gère mes contrats, les permis de la clinique, mes impôts, tout. C'est mon arme secrète. Je suis entré dans son bureau. Elle m'a servi une eau minérale sans que je la demande. Elodia, tu as l'air déterminée. Qu'est-ce qui s'est passé? Encore un problème avec Cofepris? Le pire, un problème familial. Minerva a soupiré. Ceux-là sont les pires et les plus chers. Dis-moi. Je lui ai expliqué mon plan. Je veux acheter une propriété à Morlot pour mes parents. C'est un cadeau pour leurs 50 ans. J'ai un budget d'environ 8 ou 9 millions de pesos. Minerva a hoché la tête, sans émotion. Geste noble. À leur nom, j'imagine? Non, dis-je fermement. C'est là le problème. J'ai posé mon verre d'eau sur la table. J'ai un frère, Nestor, et une belle-sœur, Brisa. Si je mets cette maison au nom de mes parents, Brisa les convaincra de la vendre en 6 mois pour payer leurs dettes. Nestor les manipulera pour qu'ils fassent un emprunt dessus pour son prochain business infaillible. Ou, plus probable, il s'y installera avec sa famille et refusera de partir, et ma mère le laissera faire, et mon père souffrira en silence. Minerva s'est adossée dans sa chaise en cuir. Un léger sourire est apparu sur ses lèvres. Là, dit-elle comme si elle venait de reconnaître un diagnostic. Le fils préféré, le prince raté. Syndrome classique. Je vois ça tout le temps dans les familles de mes clients. Et qu'est-ce que tu veux exactement? Je veux que mes parents vivent là gratuitement toute leur vie. Qu'ils se sentent propriétaires. Je veux que mon père ait son jardin et sa paix. Mais je veux que légalement,
Nestor ne puisse même pas toucher au portail sans mon autorisation. Et je veux que quand mes parents ne seront plus là. J'ai avalé ma salive, détestant être aussi clinique. La propriété revienne automatiquement à moi, sans passer par un testament, sans devenir une part d'héritage, sans que Nestor puisse se battre pour un seul centimètre d'herbe. Minerva a posé son stylo. Elodia, c'est pour ça que je t'apprécie. Tu es brutalement pratique. Ce qu'il te faut n'est pas une simple vente. Ça, c'est pour les amateurs. Ce qu'il te faut, c'est un fideikommiso. Elle m'a expliqué le mécanisme. C'était brillant. Une œuvre d'art légale. Une armure en titane. Moi, Elodia Vargas, je serai la fidéicommitante. C'est moi qui apporterai l'argent et j'achèterai la propriété, mais pas à mon nom. Le fidéicommissaire serait une banque. Un Bursa, par exemple. La maison serait légalement à la banque. C'était la clé. La maison appartenait au banco, légalement. Je serais aussi la fidéicommissaire, la bénéficiaire finale. Et mes parents, Homero et Gracilla, seraient les usufruitiers viagers. Usufruitier viager, répétai-je. J'adorais ce terme. Ça veut dire, expliqua Minerva, ses yeux brillants devant la beauté de la loi. Et qu'ils ont le droit total d'utiliser et de profiter de la maison tant qu'ils sont vivants. Ils peuvent y vivre, faire des fêtes, planter leurs tomates, accrocher leurs tableaux. Ils ont tous les droits d'un propriétaire, sauf un. Lequel? Ils ne peuvent pas la vendre, ils ne peuvent pas l'hypothéquer. Ils ne peuvent pas la léguer, ils ne peuvent pas céder leurs droits. C'est un droit personnel, et personne ne peut le leur enlever. Même pas toi, Elodia, sauf s'ils violent les clauses du contrat par exemple, ne pas payer les impôts fonciers. Mais évidemment, c'est toi qui paieras. Les Nestor, demandai-je, retenant mon souffle. Nestor, dit Minerva avec un sourire glacé. N'est personne. Il n'existe pas dans le document. Il ne figure nulle part. S'il essaie d'entrer de force, il n'envahira pas la maison de ses parents. Il envahira une propriété privée appartenant à une banque. Et crois-moi, se frotter au département juridique d'une banque, c'est pire que se frotter au service des impôts, les deux en même temps. C'est parfait, dis-je, sentant un soulagement que je n'avais pas ressenti depuis des années. C'était une solution propre, froide, chirurgicale. Ma spécialité. Faisons-le. Et c'est ce qu'on a fait. On a trouvé la maison parfaite dans un lotissement privé et luxueux près de Cuernavaca. La Arboleda, sécurité 24h24, rue Pavée. Un club de golf que mes parents n'utiliseraient jamais, mais qui garantissait la valeur du quartier. La maison coûtait 8,5 millions de pesos. 3 chambres, une pour eux, une pour les invités, une qui serait l'atelier au bureau de mon père. Un jardin assez grand pour une carne asada et pour ses piments. Une cuisine moderne. J'ai signé devant notaire. L'argent est sorti de mon compte d'investissement. La banque a pris possession. L'usufruit a été créé. Pendant un mois, j'ai meublé la maison en secret. Je voyageais les dimanches. J'ai mis une cuisine neuve, un frigo neuf, des télévisions. Dans la chambre principale, un matelas orthopédique à plusieurs milliers de dollars pour le dos de mon père. J'ai rempli la réserve de nourriture. J'ai payé 1 an de frais de résidence d'avance. C'était mon plan parfait, mon armure légale. Il n'y avait qu'un seul petit trou, un point faible auquel je n'avais pas pensé. Le cœur sentimental et aveugle de ma mère. J'ai fait une erreur stupide de débutante. Une erreur née de la seule faiblesse que des années de thérapie et de succès professionnel n'ont pas réussi à m'enlever. L'espoir. L'espoir idiot qu'un jour, ma mère réagirait comme une mère. Il restait 1 semaine avant leur anniversaire. La maison était prête. Les papiers signés et rangés dans le coffre-fort de Minerva. Le plan était impeccable. J'allais emmener mes parents à Cuernavaca sous prétexte d'un week-end au spa que mon père détesterait. Puis, surprise, je les emmènerais voir la maison et je leur donnerais les clés. J'étais dans ma clinique, tard, en train de fermer. J'étais tellement excité, tellement fier de mon plan, de mon intelligence légale, de ma générosité protégée. Je voulais partager la joie. Je voulais, pour une fois, que ma mère me voie, qu'elle me dise « Merci, ma fille, comme tu es intelligente ». Et dans un moment de pure et totale stupidité, je l'ai appelée. « Maman, comment tu vas ? Oh, ma fille.
Eh bien, ici avec mes douleurs aux genoux. Ton père regarde le foot, tu sais, comme toujours. Très bien. Et maman, pour votre anniversaire, vous allez faire quoi samedi? Ben rien. Nestor et Brisa ont dit qu'ils viendraient peut-être manger, si tu leur prêtes pour l'essence et le gâteau. J'ai serré les dents. Non. Aujourd'hui, non. Ne détruis pas ce moment. Bon, annule ça, parce que j'ai une surprise. Une grosse surprise. Une surprise. Oh mon Dieu, pas encore un restaurant bizarre, hein? Parce que la dernière fois j'ai eu mal au ventre. J'ai ri. Un vrai rire. Non maman. C'est plus grand. Beaucoup plus grand. J'ai votre cadeau. Ah oui? Quoi? Un voyage? Oh non, Elodia, tu sais que j'ai peur de l'avion. Ce n'est pas un voyage, c'est... Je vous ai acheté une maison. Silence. Un silence si profond que j'ai vérifié si l'appel était coupé. Je pouvais entendre le match de foot à la télé. Maman? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Sa voix était un murmure. Que je vous ai acheté une maison à Morlo, près de Cuernavaca. C'est pour vous, pour votre anniversaire. Pour que vous vous reposiez. Pour que papa plante ses piments. J'ai entendu un son étouffé. Ma mère pleurait, mais ce n'était pas le pleur de manipulation auquel j'étais habitué. C'était un vrai pleur. Écrasant. Une maison. Homero, éteins ça. Homero. Elodia nous a acheté une maison. Une maison. Ma fille, que Dieu te bénisse. Tu es bénie, ma fille. Une maison. Sa joie était si pure, si immense, qu'elle m'a fait pleurer aussi. Des larmes chaudes ont coulé sur mes joues. Pendant un instant glorieux. Nous étions juste mère et fille partageant quelque chose d'incroyable. J'ai réussi, ai-je pensé. J'ai enfin fait quelque chose d'assez grand. Et puis elle a posé la question. La question qui a tout ruiné. Et elle est grande, ma fille? Le froid est revenu. Mes larmes se sont arrêtées net. Elle est confortable, maman. Elle est parfaite pour vous. Elle a un joli jardin. Non mais, combien de chambres elle a? 3 chambres, maman. 3 chambres. Sa voix a changé. La joie pure est devenue joie calculatrice. J'ai entendu les engrenages tourner dans sa tête. 3. Ah, merveilleux. Une pour nous, une pour toi quand tu viens. Et une pour Nestor et les enfants. J'ai fermé les yeux. Non. Non, 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 non. Maman, moi, je pensais que c'était juste pour vous. Pour que vous ayez la paix. Pour que papa. Oh Elodia, ne sois pas égoïste. La paix? Quelle paix? La famille, c'est pour être ensemble. Imagine, Nestor va être tellement content. Ses enfants pourront courir dans le jardin. Lui qui a toujours rêvé d'une maison comme ça, et le pauvre habite dans ce petit appartement. Maman, la maison est pour que papa. Brisa ne va pas me croire. Elle va s'évanouir. Ah, ma fille, cette fois tu t'es surpassée. Cette fois, Nestor va voir que sa sœur l'aime. Je te raccroche. Je te raccroche. Je dois lui annoncer la nouvelle. Elle a raccroché. Je suis resté avec le téléphone à la main, le bip de la ligne coupée résonnant dans mon bureau en marbre. Non, non, non. J'ai rappelé tout de suite. Messagerie vocale. J'ai rappelé encore. Messagerie vocale. J'ai appelé le portable de mon père. Allô, papa, passe-moi maman. Ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Elle est sortie en courant. Elle criait quelque chose à propos d'une maison et de Nestor. Tout va bien? Non, papa, passe-la moi. Je ne peux pas, ma fille. Elle a attrapé son sac et elle est partie. Je crois qu'elle est allée chez Nestor. J'ai raccroché. J'ai appelé Nestor. Messagerie vocale. J'ai appelé Brisa. Messagerie vocale. Je savais exactement ce qui se passait. Ma mère, dans son euphorie aveugle et stupide, avait donné à Nestor l'adresse du lotissement que je lui avais envoyé pour qu'elle voie sur Google Maps comme c'était joli. Et Brisa, l'esprit,
maître, avait vu son occasion. Une maison de 3 chambres, meublée, dans un lotissement de luxe et vide. Ce n'était pas une maison pour les vieux, c'était une maison pour eux. J'ai imaginé la scène. Brisa poussant Nestor, bouge, bon à rien. Ta sœur va vouloir nous la reprendre. Elle est à nous, on la mérite. On y va tout de suite. Fais les valises des enfants. Nestor, faible et rancunier, obéissant. Pendant 3 jours, j'ai appelé sans arrêt. Personne ne répondait. Mes parents étaient inquiets parce que Nestor et Brisa ne nous parlent pas. Ils doivent être fâchés pour quelque chose, et moi j'étais malade de panique. Je savais qu'ils ne connaissaient pas le fideikommiso. Ils pensaient que la maison était à mon nom, ou pire, au nom de mes parents. Ils pensaient pouvoir appliquer leur vieille tactique, l'occupation hostile. Le vendredi soir, la veille de la surprise prévue, j'ai reçu l'appel de ma mère. L'appel des cris. L'appel du « tais-toi, vieux ». Mon erreur de calcul n'avait pas été Nestor, ça avait été mon propre espoir stupide. Le jet privé à court rayon d'action a atterri à l'aéroport de Cuernavaca en moins de 30 minutes. Le coût était obscène, l'équivalent de ce que gagnait mon père en un an, mais le temps était mon seul luxe. Une voiture blindée, que Minerva avait fait réserver, m'attendait sur le tarmac. Le chauffeur, un ex-militaire, n'a pas dit un mot, il a juste ouvert la porte. Le trajet jusqu'au lotissement, la Arboleda, a duré 20 minutes. 20 minutes pendant lesquelles j'ai repassé dans ma tête chaque clause du fideikommiso. Clause d'usufruit, clause de non-aliénation, clause de résiliation pour mauvais usage, même si ça ne s'appliquait pas ici. Mon esprit était froid, chirurgical. Nous sommes arrivés au lotissement à 21h. C'était un endroit magnifique, comme dans mon souvenir. Rue pavée, grands arbres éclairés par en bas, un silence qui coûtait 8,5 millions de pesos. Et juste à l'entrée, sous la lumière jaunâtre et solitaire d'un réverbère, à côté de la guérite de sécurité en marbre, j'ai vu la scène qui s'est gravée pour toujours dans mon cerveau. C'étaient eux, mon père et ma mère. Ils étaient assis sur le bord du trottoir. Pas sur un banc, pas à l'intérieur de la guérite climatisée, sur l'arête du trottoir, comme 2 réfugiés, comme 2 chiens errants. Ma mère avait la tête entre les mains, son corps secoué par les sanglots. Mon père m'a brisé le cœur. Il était assis, le dos anormalement droit, mais son regard s'était perdu dans l'asphalte. À ses pieds, il y avait 2 petits sacs de toile, ceux qu'ils utilisaient pour aller au marché d'Ecatepec. La voiture blindée s'est arrêtée dans un souffle. Avant que le chauffeur ne fasse le tour pour m'ouvrir, j'ai ouvert la porte et j'ai couru. Mes talons à 1000 résonnaient sur les pavés. Papa. Maman. Ma mère a levé la tête, ses yeux gonflés et rouges. Ma fille. Elodia, grâce à Dieu, tu es arrivée. Elle s'est levée maladroitement et m'a serré, s'agrippant à moi comme si elle se noyait, ses pleurs plus forts. Tu dois faire quelque chose. Ce démon, cette Brisa a monté ton frère. Je me suis dégagé fermement. Je me suis agenouillé devant mon père, qui n'avait pas bougé. Papa, regarde-moi. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Homero a levé les yeux. Ses yeux, les mêmes que les miens, étaient morts. Vide. Ma fille. Sa voix était un murmure rauque, à peine audible. Il nous a chassés. Quoi? On est arrivé. Ta mère était tellement émue. On a sonné à la maison 14 et lui a ouvert la porte. Il était différent. Il avait les yeux rouges. Et Brisa était derrière, en train de filmer avec son téléphone, en riant. Et qu'est-ce qu'il t'a dit, papa? Demandai-je, la voix dangereusement calme. Mon père a avalé sa salive. L'humiliation était palpable. Il a dit que c'était sa maison, que mon nom n'était écrit sur aucun papier, que je n'étais personne, juste un vieux parasite. Je lui ai dit que c'était un cadeau de toi, que c'était pour nous, et il m'a poussé. Il m'a poussé, Elodia, ici, dans la poitrine. Mon père, un homme de 68 ans avec des problèmes de cœur, poussé et il m'a dit. Et il t'a dit, vieux. J'ai fini pour lui. Je l'ai entendu au téléphone. Mon père a éclaté en sanglots. Des pleurs silencieux d'homme brisé. Il a caché son visage dans ses mains calleuses de mécanicien. Et il a dit que j'étais un vieux bon à rien, que j'avais toujours été un raté, que maintenant c'était lui l'homme de la maison et qu'on dégage. Brisa nous a jeté ses sacs.
Elle a dit que c'était tout ce qu'on méritait. À ce moment-là, le garde de sécurité du lotissement s'est approché, visiblement gêné. Mademoiselle, ce sont vos parents? C'est que monsieur Nestor, celui de la maison 14, a appelé l'administration. Il a dit que c'était des intrus, des vagabonds, et que s'ils ne partaient pas en 5 minutes, il appellerait la police. Je suis la propriétaire de la maison 14, ai-je dit. Ma voix était de glace. Le garde a cligné des yeux, ou plutôt, la fidécomitante. Le garde m'a regardé sans comprendre. Maman, papa, levez-vous. Montez dans la voiture. Attendez-la. On va où, ma fille? On retourne à Ecatepec, dit ma mère, vaincue. Non, ai-je dit en aidant mon père à se relever. Son corps tremblait. On ne va nulle part. À ce moment précis, une autre voiture noire, une Mercedes-Benz berline, s'est arrêtée derrière la mienne. Les pleins phares nous ont baignés une seconde. La porte s'est ouverte et la licenciée Minerva en est sortie. Impeccable, tailleur sombre, mallette en cuir à la main. Derrière sa voiture et ça, c'était une surprise même pour moi, une patrouille de la police d'État de Morlaix s'est garée. 2 agents grands, gilets pare-balles, sont descendus calmement, professionnellement. Minerva s'est approchée. Elle a ignoré mes parents en pleurs. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Docteur, bonsoir. Je vois que vous avez déjà rencontré le comité d'accueil. Maître, merci d'être venu. Je vois que vous avez amené des amis. C'est mon travail, dit-elle, et elle fit un signe aux agents, qui restèrent près de la patrouille à observer. J'ai les documents du fideikommiso, les titres originaux, et une ordonnance de restriction temporaire qu'un juge ami m'a accordée cet après-midi contre Nestor Vargas pour menace, basée sur l'enregistrement de son appel. Ma mère l'a regardé, horrifiée. La police. Elodia, c'est ton frère. Ils vont croire qu'on est des criminels. Je me suis tourné vers ma mère et elle a reculé. Je ne sais pas ce qu'elle a vu sur mon visage, peut-être la même froideur que j'utilise avec le laser. Il a cessé d'être mon frère au moment où il a posé les mains sur mon père. Je me suis tourné vers Minerva et les agents. On va récupérer ma maison. Nous avons marché dans la rue pavée. Nous étions une étrange procession dans la nuit silencieuse d'un lotissement de luxe. Mes parents, tremblants, restaient quelques pas derrière, près des policiers. Minerva et moi marchions devant. Le seul son était celui des talons de Minerva sur la pierre. Clac, clac, clac. Ça sonnait comme une horloge qui prononce une sentence. Nous sommes arrivés à la maison 14. Ma maison. La maison des 8,5 millions de pesos. Et c'était un désastre. La musique, un reggaeton vulgaire, à plein volume sortait des fenêtres ouvertes. Des canettes de bière vides, les moins chères, étaient éparpillées sur la pelouse du jardin de devant, celui que j'avais imaginé mon père entretenir avec soin. Un vélo d'enfant traînait dans l'allée. Il y avait de la boue sur la porte d'entrée. Mon père a poussé un son étouffé de douleur. J'ai serré la mâchoire. Respire. Elodia, chirurgienne froide. Minerva n'a pas hésité. Elle est allée droit à la porte d'entrée et une magnifique porte en bois massif que j'avais choisie avec tant d'amour et a sonné. Non, elle n'a pas sonné. Elle a frappé avec la paume. 3 coups secs et autoritaires. La musique a un peu baissé. On a entendu crier à l'intérieur. J'arrive, bordel. C'est sûrement les voisins qui se plaignent. La porte s'est ouverte d'un coup. C'était Nestor. Il était torse nu, seulement un short en jean taché. Il avait les cheveux en bataille et les yeux injectés de sang. Il tenait une canette de bière T4 à la main. Son regard a glissé sur nous tous. Il a vu ma mère et a soufflé par le nez. Il a vu mon père et son visage s'est durci d'un mépris total. Il a vu Minerva et a froncé les sourcils. Il regarda les policiers, qui étaient maintenant un peu plus près. Et pendant une microseconde, j'ai vu de la panique. Mais ensuite il m'a vu, moi. Et la panique s'est transformée en pure arrogance. Il s'est mis à rire. Un rire moche, rugueux, qui puait l'alcool. Eh ben, dit-il en traînant les mots. Il s'est appuyé contre le cadre de la porte comme le roi de son château. Regardez qui est là. La reine de Polanco, la docteur Cœur de Pierre. Il prit une longue gorgée de sa bière. Alors, Frangine? Tu viens te plaindre?
Tu viens voir Emma nouvelle maison? Elle est stylée, hein? Merci pour le cadeau. La cuisine est incroyable. Brisa apparut derrière lui comme un serpent venimeux. Elle mâchait un chewing-gum bruyamment. Et portait une de mes robes. Une robe en soie que j'avais laissée dans le placard d'amis pour quand je dormirais ici. Oh, regardez, dit Brisa d'une voix nasillarde. Voilà la docteure, et ses parents mendiants. Quoi? Vous voulez quelque chose? On ferme. La visite est terminée. Mon père fit un pas en avant, tremblant de colère. Nestor, comment oses-tu? Cette maison appartient à... À qui? L'interrompit Nestor. À toi? Tu n'as même pas où tomber mort. Tu n'as jamais rien eu. Nestor, dis-je, ma voix calme coupant l'air. Tu as 5 minutes. Prends ta femme, tes enfants, tes affaires? Et dégage de ma maison. Nestor éclata de rire. Ma maison. Non, non, non. T'as mal entendu, idiote. C'est ma maison. Maman m'a dit. C'est mon héritage, je te l'ai avancé, Nestor. Ma mère, suppliante, j'ai. Tais-toi, hurla-t-il sans même la regarder. Toujours en train de couvrir cette bonne à rien-là. Il se tourna vers moi. Il avança d'un pas, envahissant mon espace. Son visage était à quelques centimètres du mien. Il sentait la bière bon marché et l'assurance. Tu ne me donnes pas d'ordre. Ici, c'est ma maison, tu piges? Toi, t'as déjà trop. Tu t'es volé toute la chance de cette famille. Maintenant, c'est à moi. Alors prends tes vieux pathétiques. Et casse-toi. Casse-toi de ma maison. C'était l'écho exact de la conversation téléphonique. Mais cette fois j'étais là. Je ne bougeais pas. Je ne clignais pas. Je soutins son regard injecté de sang. Je t'avais prévenu, Nestor. Oh, tu vas me frapper, se moqua-t-il. Tu vas appeler les flics? Oh non. La docteure Elodia ne ferait pas ça. Elle salirait sa réputation. Et à ce moment-là, la licenciée Minerva s'avança. Elle se plaça élégamment entre Nestor et moi. Un mouvement subtil, mais qui changea tout. D'un coup, il n'était plus en train d'intimider sa grande sœur. Il bloquait une officière de la loi. Bonsoir, dit Minerva. Sa voix claire et tranchante comme du verre. Le reggaeton jouait toujours derrière, rendant la scène surréaliste. Êtes-vous monsieur Nestor Vargas? Nestor cligna des yeux, surpris du changement d'adversaire. Oui. Et toi t'es qui, bordel? Mon avocate de divorce? Je suis la licenciée Minerva Ortiz, dit-elle en ouvrant son maltin. Le bruit des loquets métalliques résonna dans la nuit. Et je suis la représentante légale de la banque. Qui agit comme fiduciaire de cette propriété. Et vous, monsieur Nestor? Êtes en train de commettre une erreur très, très grave. Brisa arrêta de mâcher. Le mot banque l'avait secoué. Fidu, quoi, dit Nestor, son cerveau alcoolisé essayant de comprendre. Fideikommiso, corrigea Minerva. Elle sortit un énorme document avec des sceaux et signatures notariales. Je vois que vous n'êtes pas familier avec ce terme. Permettez-moi de vous l'expliquer, avec des mots que vous pouvez comprendre. Minerva était une artiste. Sa voix était calme, pédagogique. Comme si elle expliquait à un enfant pourquoi on ne touche pas au feu. Cette propriété, dit-elle en désignant la maison, n'appartient pas à la docteure Elodia. N'appartient pas non plus à monsieur Homero ni à madame Gracilla, vos parents. Cette propriété, la maison 14 du lotissement La Arboleda, lot 22B. Appartient légalement à un fideikommiso. Numéro de registre 301B. Administré par la banque Imbursa en tant que fiduciaire. Le visage de Nestor passa de l'arrogance à la confusion totale. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est faux. Maman, dis-leur. Tu as dit qu'Elodia nous l'avait acheté. Ma mère était livide, tremblante. Je croyais, ma fille, est-ce vrai? Ce que madame Gracilla croit est totalement irrelevant. Continua Minerva, implacable. Les faits légaux sont ceux-ci. La docteure Elodia est la fidéicommitante et la fidéicommissaire. Elle a mis l'argent et elle est la bénéficiaire finale.
Monsieur Homero et Madame Gracila sont les usufruitiers viagers. Quoi, grogna Nestor. Ça signifie qu'ils ont le droit d'habiter ici, et c'est tout. Ils ne peuvent pas vendre, ni louer, ni hypothéquer. Et vous? Minerva le regarda de haut en bas avec un dédain glacé. Vous n'êtes personne. Vous n'existez dans aucun document. Vous n'avez pas plus de droit d'être ici. Que ce livreur Uber Eats là-bas. Brisa fut la première à comprendre l'ampleur du désastre. Son visage devint blanc comme du papier. Tu nous as piégés, salope, hurla-t-elle. Tu savais qu'on viendrait. T'es une chienne. Monsieur Nestor, dit Minerva en ignorant Brisa et en haussant la voix. Non seulement vous occupez illégalement une propriété qui ne vous appartient pas. Ce qui constitue un délit d'intrusion. Mais selon le témoignage du serrurier que vous avez engagé hier. Monsieur Miguel Angel Pérez. Vous avez forcé et changé les serrures de cette propriété. Ceci est un dégât à propriété privée. Et cela, Monsieur Vargas, est un délit pénal passible de prison. Nestor regarda les policiers. Il le regardait aussi. Mains sur les ceintures, impassible. Minerva sortit un dernier papier. Voici une ordonnance de restriction temporaire. Émise par le 3e juge civil. Interdisant à vous, Nestor Vargas, de vous approcher à moins de 100 mètres. De Monsieur Homero Vargas. Pour menace et agression physique. C'en fut trop. Le visage de Nestor se décomposa. Brisa se tourna vers lui, son panique devenu rage. L'imbécile. Je t'avais dit de vérifier les papiers. Je t'avais dit que c'était trop beau pour être vrai. T'es un bon à rien. Un raté. Même voler, tu ne sais pas le faire. La ferme, Brisa, cria Nestor. Mais sa voix tremblait. Officier, dit Minerva en se tournant vers eux. Mes clients, les usufruitiers, souhaitent entrer dans leur maison. Et ces intrus les en empêchent. Je vous prie donc. Et ici, un message parasite apparaît, lié à la vidéo, mais je le traduis quand même. Si tu continues à écouter, s'il te plaît, like la vidéo et commente le numéro 1 en bas. Puis elle reprit son ton professionnel. La dernière once d'arrogance de Nestor se dissipa. Il se dégonfla comme un ballon percé. Elle, homme de la maison, disparut. Et à sa place resta le garçon de 17 ans. Qui avait vendu mon ordinateur portable? La panique envahit son visage. Il chercha sa dernière défense. Son bouclier humain de toujours. Il se retourna brusquement. Et attrapa ma mère par le bras. La tirant si fort qu'elle cria. Maman. Maman. Fais quelque chose. Dis-leur d'arrêter. C'est ton fils. C'est Nestor. Dis à Elodia d'arrêter. Ma mère trébucha, ses yeux allants. De Nestor, qui l'utilisait comme bouclier. À moi, qui ne bougeais pas. Puis au policier, qui s'approchait lentement. Elodia, supplia-t-elle. Sa voix brisée remplie de larmes. Ma fille, s'il te plaît. C'est ton frère, c'est ton sang. Ne fais pas ça. Où va-t-il aller? Et les enfants sont en train de dormir. Tu ne peux pas les mettre dehors. Tout le monde me regardait. Nestor, caché lâchement derrière ma mère. Brisa, derrière la fenêtre, me fixant avec une haine pure. Mon père, silencieux. Les yeux remplis de colère et de honte. Et Minerva, attendant mon ordre. C'était le moment de vérité. La dernière chance de céder. La dernière chance d'être la gentille fille. Et d'avaler le poison pour la paix familiale. La dernière chance de laisser Nestor gagner encore. J'avançai d'un pas. Ma mère recula, tirant Nestor avec elle. Je m'arrêtai à 1,2 m. J'ignorais Nestor. Je regardais ma mère. Son sang, demandai-je. Ma voix si froide que moi-même j'en fus surprise. Où était ce sang? Quand tu as laissé Brisa m'insulter en face? Où était ce sang? Quand il a volé mon ordinateur? Et failli ruiner ma carrière? Je me tournai vers Nestor. Qui restait caché? Où était ton sang, Nestor? Quand tu as appelé notre père vieux? Puis je regardai ma mère dans les yeux.
Et j'ai su que c'était notre dernière conversation réelle. Où était ta loyauté familiale, maman? Quand tu l'as laissé assis sur un trottoir, humilié et en larmes. Pendant que tu protégeais le monstre que tu as créé? Ma mère resta sans voix. Elle ouvrit la bouche, la referma. Elle lâcha Nestor. Il a cessé d'être mon frère. Au moment où il a touché mon père, dis-je. Officier. Le policier le plus grand, qui semblait avoir toute la patience du monde, hocha la tête. Il s'approcha de Nestor. Désormais seul et exposé. Monsieur Vargas, dit-il. Je suis l'officier Ramirez. Vous avez 10 minutes pour ramasser vos effets personnels et quitter la propriété. Si vous résistez, je vous arrêterai pour intrusion, violation de domicile et désobéissance à l'autorité. Vous ne pouvez pas nous faire ça, cria Brisa depuis la fenêtre. Nous avons des enfants. Vous auriez dû penser à vos enfants avant de commettre un délit, madame, dit Minerva en rangeant ses papiers. Ce qui a suivi fut le chaos, un chaos humiliant. Brisa a couru à l'intérieur en criant et en insultant. Elle a commencé à jeter des choses. Nous avons entendu qu'elle réveillait les enfants qui, confus et effrayés, ont commencé à pleurer. Nestor est resté paralysé sur le pas de la porte. Il tremblait de la tête aux pieds. Il me regardait. Hello, hello, s'il te plaît. Je n'ai nulle part où aller. Brisa va me tuer. Je n'ai pas d'argent. Mais tu aurais dû y penser avant, dis-je sans émotion. Brisa est sorti comme un ouragan, portant de grands sacs poubelles noirs remplis de vêtements. Ses deux petits-enfants de 5 et 3 ans couraient derrière elle, en pleurant, pieds nus. « T'es une chienne », me cria-t-elle au visage. J'ai dû me retenir pour ne pas reculer devant l'odeur d'alcool. Une chienne égoïste et sans cœur. Tu vas pourrir seule avec ton argent. J'espère que tu vas crever. Madame, reculez, dit calmement le policier. Nestor l'a suivi comme un zombie. Il ne portait rien, il marchait seulement. Ils ont été escortés par les agents jusqu'à leur voiture, une vieille Tsurus déglinguée, celle que je l'avais aidé à payer et garée dans la rue. Ils ont jeté les sacs poubelles dans le coffre. Les enfants pleuraient sur la banquette arrière. Nestor s'est arrêté avant de monter dans la voiture. Il m'a lancé un dernier regard. Ce n'était pas de la haine, ce n'était pas de la tristesse. C'était le vide. Il était vide. Le fils chouchouté avait enfin fait face à une vraie conséquence et il ne savait pas comment le gérer. Il est monté dans la voiture. Brisa a démarré le moteur, qui a sonné comme un vieux blender. Ils ont disparu dans la nuit en laissant une traînée de fumée bleue. La maison est restée dans un silence de tombe. Le seul son, c'était le reggaeton, qui continuait bêtement à jouer dedans, et les sanglots étouffés de ma mère. L'officier Ramirez s'est approché. Tout est en ordre, docteur. La propriété est évacuée. Merci, officier. La suite. Nous nous retirons. Je vous recommande de changer les serrures cette nuit même. Je ne pense pas qu'ils reviendront, mais mieux vaut prévenir. Bonne nuit. Ils sont partis. Minerva m'a tapé sur l'épaule. Appelle un serrurier. Demain, dès la première heure, appelle une équipe de nettoyage en profondeur, et pense à installer des caméras. Je reste en contact, docteur. Beau travail. Elle est partie. Sa Mercedes a disparu. Et alors, nous sommes restés tous les trois, mon père, ma mère et moi, sur le porche d'une maison de 8,5 millions de pesos qui sentait la bière rance, la peur et la trahison. Mon père a été le premier à bouger. Il est entré lentement dans la maison. La musique jouait encore. Il a vu le désordre que Nestor et Brisa avaient laissé en seulement 3 jours. Des boîtes de pizza par terre, des canettes partout, de la boue sur le tapis que j'avais acheté. Il est allé jusqu'à la chaîne IFIE, d'un geste maladroit, l'a éteinte. Le silence a été total. Il s'est assis sur le canapé que j'avais choisi. Il a enfoui son visage dans ses mains et son corps a été secoué. Pas par des sanglots, par une fatigue pure et absolue. Je suis allé m'asseoir à côté de lui. J'ai posé ma main sur son dos. Tremblant. Pardonne-moi, ma fille, a murmuré sa voix brisée. Pardonne-moi. J'ai été faible toute ma vie. J'ai laissé ta mère, j'ai laissé Nestor te faire ça. Non, papa, dis-je, ma voix douce pour la première fois depuis des jours.
Mais tu n'es pas faible, tu es patient. Tu es un homme bien, mais la patience est finie. C'est ta maison, c'est ton jardin. Je te promets que personne ne te le reprendra. Il a hoché la tête, incapable de parler. Ma mère est entrée, alors. Elle ne nous a pas regardés. Elle a commencé à ramasser les canettes de bière, ses gestes automatiques, comme un robot, nettoyant le désastre de son fils. « Où tu crois qu'il va aller ?» demanda-t-elle en l'air, sa voix morte. « Il n'a pas d'argent. Brisa va sûrement le quitter. Il va se retrouver dans la rue. » C'était une question piège. C'était la dernière tentative. La dernière manipulation. Elle attendait que je dise « Ne t'inquiète pas, maman. Je lui enverrai de l'argent pour un hôtel. » Je me suis levé, je me suis mise face à elle. « Je ne sais pas, maman. Et sincèrement, pour la première fois de ma vie, je m'en fiche. » Ma mère m'a regardé. Le choc sur son visage était réel. C'était la première fois que je ne mordais pas à l'hameçon. « Ah, comment peux-tu dire ça ? C'est ton frère. C'est ton sang. » Et lui, dis-je en désignant mon père, qui nous regardait avec des yeux fatigués. « C'est mon père. » Et lui, dis-je en montrant Nestor, qui n'était plus là. C'est un homme de 33 ans qui a agressé un vieil homme. C'est fini, maman. Qu'est-ce que tu veux dire par « c'est fini » ? Je veux dire... J'ai pris une grande inspiration, sachant que c'était la vraie chirurgie, la plus douloureuse. C'est fini pour l'argent. Quoi ? Ses yeux se sont agrandis d'une panique réelle. L'aide mensuelle que je te donnais, les 40 000 pesos par mois que je te versais. Celle que je sais que tu donnais à Nestor dans mon dos s'arrête ce soir. Mais tu ne peux pas me faire ça, cria-t-elle cette fois avec fureur. C'est mon argent. Tu me l'as donné. J'ai besoin du loyer, de la nourriture. Je paierai le loyer de votre appartement à Ecatepec directement au propriétaire. Je paierai votre électricité, votre eau, votre gaz, directement aux compagnies. Je commanderai vos courses en ligne et on vous les livrera chaque semaine. Je couvrirai les médicaments de papa et son assurance. Mais tu ne toucheras plus jamais un seul peso en liquide venant de moi. Plus jamais. Mais tu es un monstre, siffla-t-elle. Non, maman. Je suis la docteure, et je viens d'extraire le cancer. Elle m'a regardé comme si une deuxième tête m'avait poussé. Elle a vu que je ne plaisantais pas. Elle a vu la froideur dans mes yeux. Et, pour la première fois de ma vie, j'ai vu la peur en elle. Pas la peur de moi, la peur d'avoir perdu le contrôle. Elle s'est assise et, pour la première fois, elle s'est tue. 6 mois ont passé depuis cette nuit-là. J'ai changé les serrures ce soir-là même. J'ai mis un système de sécurité que je surveille depuis mon téléphone. Mon père adore la maison. Il a planté un jardin de tomates, de piments et de sampasuchil. Il dit que l'air de Morlot lui a enlevé 10 ans. Il marche le dos plus droit. Il m'envoie des photos de ses fleurs. Nestor et Brisa, comme je l'avais prédit, se sont séparés. Elle est partie chez ses parents, à Veracruz, et lui réclame une pension qu'il ne peut pas payer. Nestor vit dans une chambre louée dans le quartier Doctor. Il a trouvé un travail dans un Oxxo. C'est mon cousin qui me l'a dit. Je ne l'ai pas vu. Je ne lui ai pas parlé. Ma mère vit toujours à Ecatepec. Elle accepte la nourriture que je lui envoie. Elle accepte que je paie ses factures. Elle m'appelle de temps en temps. Elle ne pleure plus, elle ne demande plus. Elle parle de la météo. Parfois, à la fin de l'appel, elle lâche. Mais tu ne crois pas que c'est déjà assez de punition, ma fille ? Tu ne peux pas pardonner à ton frère ? Et moi, je raccroche simplement. J'ai offert à mes parents une maison de 8,5 millions de pesos. Mais le vrai cadeau a été un jeu de limites en acier. Ça a été une leçon douloureuse. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas l'être. Et on ne peut pas protéger quelqu'un qui ne te protège pas. Ma famille est brisée. Peut-être qu'elle l'a toujours été. Mais pour la première fois, mon père a la paix. Et moi, pour la première fois, j'ai la mienne. On me dit que j'ai été cruel ? Que la famille passe avant tout ? Que j'ai détruit mon frère pour une maison. Mais je vous demande, à vous ? Est-ce que moi j'ai été la méchante pour avoir brisé ma famille pour sauver mon père ?